Mercredi 2 octobre 2024, 10h50, Café des Tourelles, place de Moncey. J'étais au lit ce matin, consciente du confort dont je profitais, de la douceur et de la chaleur des draps. Je me recueillais. Je priais pour rassembler l'énergie destinée à me lever. Roland était déjà debout, Marc sonnait à la porte. Je suis assez contente, car j'ai l'impression qu'il va, de même que Simon, je crois, presque chaque jour physiquement au travail en ce moment. Il me semble plus équilibrant pour mes deux garçons de sortir de chez eux plutôt que de rester en télétravail entre les murs de leur appartement. Je les entendais depuis mon lit, qui échangeaient quelques paroles. Roland est venu me trouver après le départ de son fils. Marc était avec Betty et Tixel, m'a-t-il dit. Il nous a laissé Tixel, comme à son habitude lorsque la maison s'apprête à rester vide pour plusieurs heures. Delphine était déjà partie pour Nanterre. Marc s'apprêtait à prendre le métro après avoir déposé Betty à la crèche. « Je te laisse, Betty, quelques minutes, avait-il dit à Roland, le temps que je promène Tixel. Mais non, lui avait répondu Roland, va directement au travail, on ira le promener. Je me levai rapidement, enfilai mon manteau au-dessus de ma chemise de nuit et me chargeai de la balade des deux chiens. Je crois que Betty est un peu plus triste depuis qu'elle va à la crèche, m'a dit Roland, alors que je fermais la porte derrière moi. Il a répété cette même remarque un peu plus tard dans la matinée. Il m'avait également dit qu'elle avait l'air fatiguée l'un de ces derniers soirs, alors qu'elle revenait de sa journée hors de la maison. Nous l'apercevons en effet un bref instant, matin et soir dans sa poussette sur le palier, lorsque Tixel nous est confié et lorsqu'il est repris le soir. Cette organisation fut spontanée. Tixel pleurait quand il était laissé seul au-dessus de chez nous et nous allions le chercher. Nous en avions convenu ainsi avec Marc et Delphine. Il avait l'habitude d'être seul depuis le début du congé maternité de Delphine. Marc travaille à Courbevoie. Delphine, qui enseigne en faculté, a choisi de cumuler une grande partie de son emploi du temps au début de l'année universitaire. Elle est souvent absente en ce moment. Dès le mois de janvier, elle assurera moins de cours. Betty est déposée le matin de l'autre côté du cours de Valbois à 8h30 environ et reprise le soir entre 17h30 et 18h. Nous étions curieux et même un peu inquiets lors de sa rentrée en crèche de connaître ses réactions. Nous l'avons vue une ou deux fois le soir, quelques jours après notre retour de Kerbian, les enfants dînaient à la maison et elle vivait ses premiers jours sans ses parents. Elle était calme, joyeuse, équilibrée, réglée comme du papier à musique. Elle s'endormait dans sa poussette à l'heure qui convenait à son âge. Les aides maternelles disaient qu'elle était la plus paisible et la plus souriante de tout le groupe qui ne rassemble pas plus de 10 enfants. Comment interpréter ces remarques de Roland ? Il n'a peut-être pas tort. Betty fréquente la crèche depuis 2 semaines maintenant et l'effet réjouissant de la nouveauté s'est peut-être estompé au fil du temps. Ou bien il n'en est rien et Roland a tendance à projeter sur elle son appréhension personnelle. J'ai l'intuition que cette deuxième hypothèse est la plus juste. Pourquoi imaginer que son comportement rassurant du début se serait dégradé ? En ce cas, les observations de Roland soulignent le tempérament toujours inquiet de mon gentil compagnon de vie. J'ai induit dans mes derniers textes que Roland pourrait passer des heures sur le canapé, dans l'attente d'être utile aux jeunes, si toutefois nous vivions dans les conditions que nous avons connues cet été en famille, dans la maisonnette de Kerbian. Son père, Marcel, avait ainsi terminé sa vie. Je l'ai connu en 1990, il avait 68 ans, et j'ai toujours eu le sentiment, lorsque nous le rencontrions, à l'improviste ou lors d'invitations plus formalisées, qu'il était occupé à nous attendre. Non pas pour être utile à la façon de Roland, mais pour nous retenir, tout simplement, pour que nous fassions la conversation. Il était assis dans son fauteuil, tourné vers ses enfants et petits-enfants, soit il était avec nous physiquement et il jouissait alors du spectacle de l'essentiel de sa vie, c'est-à-dire de la progéniture dont il était à l'origine, soit nous étions absents et il nous attendait. Cette vie, loin d'être palpitante, ne serait-elle pas la cause profonde de sa dérive lente et inexorable?
vers un inéluctable Alzheimer. Des ressemblances existent extérieurement entre Marcel et Roland, mais je les crois apparentes et superficielles. Roland s'installe, immobile au milieu des jeunes, en retrait cependant, pour tenter d'être utile si l'occasion se présente. Ce dernier objet n'était pas celui de Marcel, qui me semblait bien davantage trôner, comme un patriarche, savourant sa position dominante et imposant, dans la mesure du possible, sa personnalité. Roland demeure statique et à disposition, mais seulement quand les jeunes sont avec nous. Marcel, quant à lui, semblait mobiliser tout l'intérêt de sa vie, même en notre absence, sur sa descendance. Roland a pour sa part une vie intérieure bien personnelle, qu'il cultive lorsque les jeunes ne sont pas là. Sa vie spirituelle occupe une grande place, sa foi, inscrite dans la tradition catholique, tel un chêne massif et profondément enraciné, structure son être intime. Il est passionné par la politique et il déambule sans fin à l'heure d'Internet sur les sites et les réseaux d'information et d'actualité. Il s'intéresse à l'histoire de France, principalement, probablement en raison de son goût pour la politique. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec Irène Sofia sur le sujet, un jour où j'évoquais ma crainte de la vacuité de la vie de Roland, après ses nombreuses années d'activité professionnelle. Roland ne dispose pas de modèles parentaux très positifs, m'avait-elle dit, sur lesquels il pourrait s'appuyer. Sa mère, essentiellement matérialiste et nourricière, ne comprenait au fond qu'un langage social, concret et extérieur. Quant à son père, il a connu une triste fin de vie. Ne l'a-t-il pas été, au fond, toute sa vie, un homme principalement de devoir et triste, dont l'existence à terme a abouti à une impasse? Roland avait le sentiment, enfant, d'être incompris quand il souffrait seul de sa mauvaise vue. Ses parents ne le soutenaient pas, tel était du moins son sentiment. Ses fondations familiales sont fragiles, et ce serait bien, vraiment, s'il pouvait en trouver ailleurs, du côté de l'histoire. Il gagnerait en confiance et en vitalité. N'est-elle pas judicieuse, mon amie Irène Sofia? Cette conversation date de plusieurs années. Au début de la nouvelle vie de Roland, quand il ne quittait plus la maison chaque matin pour gagner les bureaux de la Défense. Il s'est, depuis lors, familiarisé avec des livres d'histoire de base, pédagogiques, factuels et strictement chronologiques, pour être capable ensuite d'aborder des interprétations d'historiens contemporains. Il progresse maintenant, pas à pas et systématiquement, dans la lecture de Histoire de la France, de Jean-Christian Petit-Fils, l'un des ouvrages de référence dans le domaine. J'ai par ailleurs réussi à convaincre cet homme, peu mobile et volontiers casanier, d'aller le lundi soir à la Sorbonne, suivre des cours dispensés par l'Association des historiens de Paris. Je l'y accompagne. N'est-il pas merveilleux d'avoir des amis éclairés et de bons conseils? Roland a une vie personnelle, en l'absence des enfants, alors que celle de Marcel me semblait désespérément étroite. Existe aussi notre lien à tous deux qui anime notre vie. Marcel et Monique me donnent l'impression de s'être manqués. Une fois révolue la toute-puissance de l'aspect matériel de l'existence, lié à l'éducation des enfants, ils n'ont pas réussi à trouver un terrain commun d'échange, mis à part la quotidienneté de la vie pratique, centrée sur les repas entre eux et avec les enfants. En dehors de ces obligations nourricières, leur vie ressemblait à deux solitudes juxtaposées, sans désir de quête de l'autre, de tentative de le connaître, par l'échange, par la parole bien évidemment. Lorsque Marcel s'est égaré dans les méandres d'Alzheimer, Monique s'occupait de son corps, mais elle l'a intellectuellement rapidement considéré comme une chose, dépourvue de raison, qui n'avait plus grande importance. Et auparavant, avant l'irrémédiable déclin de Marcel, tous deux ne communiquaient probablement pas beaucoup. Échangeaient-ils réellement? Il est difficile de le savoir. Peut-être Monique percevait-elle un certain mépris intellectuel de la part de son époux. Se sont-ils cherchés l'un et l'autre sur la route de leur longue vie commune? Je l'ignore.
il ne semblait pas avoir trouvé de chemin les conduisant de l'un à l'autre, du moins lorsque je les ai connus. Alors que Roland est généreux envers moi. Je l'entraîne vers la parole. Il m'écoute. Il répond. La parole entraînant la parole, il me parle des sujets politiques et historiques qui l'occupent. Il se laisse embarquer sur le pont éphémère et toujours renouvelé des mots tendus entre nous. Nous sommes restés 2 heures à table hier à l'heure du déjeuner. Il m'a parlé des élections favorables aux royalistes, organisées après le départ de Napoléon III, de la consolidation au fil des années de la Troisième République, du rôle en ce domaine de Thiers et de MacMahon, de l'orchestration d'un antisémitisme notoire au début de l'affaire Dreyfus par une certaine presse partisane. Je lui ai parlé du film « Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel » et Les Estivants, tous deux interprétés par Valeria Bruni Tedeschi. Le premier datait de 1992, le deuxième de 2018. Ce dernier était également réalisé par l'actrice franco-italienne. Dans les 2 films, les protagonistes étaient des hommes et des femmes, agités et atypiques, hors sol et imprévisibles, les patients des hôpitaux psychiatriques dans le film le plus ancien, et une famille italienne riche, influente et artiste, possédant une grande villa sur la Côte d'Azur dans le plus récent. Je trouvais intéressant cette similitude qui rapprochait 2 films séparés par une vingtaine d'années. Valeria Bruni Tedeschi paraît y dévoiler sa vision personnelle du monde, à savoir un ensemble d'interactions animées par des êtres surprenants, déjantés et lunatiques. J'avais même cru à tort qu'elle était également la réalisatrice du premier film. Je lui ai aussi parlé de La poursuite infernale de Arthur Penn, qui m'a semblé plat et n'a suscité aucune émotion en moi. J'ai eu l'impression de voir un film sans saveur et sans âme, comparable à un magnifique livre qui compenserait sa vacuité par une luxueuse présentation sur papier glacé. Le metteur en scène a d'ailleurs plus ou moins désavoué le film, qui aurait, semble-t-il, subi diverses influences par différents intervenants et ne serait plus particulièrement revendiqué par quiconque. Je ne cite ici qu'une faible part de nos échanges. Nous avons conclu le déjeuner par une belle partie d'échecs serrée et pleine de rebondissements. J'aurais pu gagner jusqu'aux ultimes feintes, coups et contre-coups de mon adversaire, qui s'est, au final, révélé le plus fort. Ne nous méprenons pas. Je crois que Roland ne ressemble qu'extérieurement à son père, un homme qui semblait n'exister que par ses enfants. La similitude n'est qu'apparente. Roland a développé une personnalité intérieure, probablement plus riche, et sa femme n'est pas la même. Il est moins seul que ne l'était son père.